nous avons dit que le Node.js, c'est l'environnement JS qui nous permet tout simplement de exécuter le code JavaScript sur serveur. Alors, avec le framework Node.js, tout simplement, le JavaScript devient aussi un langage côté serveur. Aussi, nous avons vu la bibliothèque Express.js et nous avons dit que la bibliothèque Express.js, il nous permet tout simplement de gérer les API. Alors, comme nous avons déjà vu avant la séance précédente, que les API, c'est tout simplement, ce sont des questions envoyées et des demandes envoyées par un utilisateur. Par exemple, vous êtes sur le Facebook et tu as cliqué sur les amis. Alors, normalement, ça, c'est un API. Ça veut dire quoi, un API? Tu as demandé au serveur Facebook de lister tous les amis que vous avez sur le compte Facebook. Alors, la bibliothèque Express.js, c'est la bibliothèque qui va réceptionner tout simplement la demande de l'utilisateur, puis il va exécuter les codes au niveau de Node.js et par la suite, on va répondre le client. Aussi, nous avons vu un ensemble de dépenseries pour travailler le backend. On a aussi installé le NodeMod. Le NodeMod, c'est tout simplement la bibliothèque avec laquelle on va exécuter notre projet. Aussi, nous avons installé la bibliothèque NF. Alors, nous avons dit que le fichier NF, ce sont des fichiers qui vous permettent tout simplement de sauvegarder les variables d'environnement ou les informations très importantes dans votre projet, bien sûr d'une manière globale sur le projet. Et aussi, on a installé le Mongoose pour gérer ce qu'on appelle la structure des données. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec la notion de base de données. Alors, une base de données est un système organisé qui permet de stocker, gérer et accéder à des informations, ça veut dire des données, de manière structurée. Alors, tout simplement, sur la notion de base de données, c'est un système, ça veut dire, c'est un système très organisé qui vous permet tout simplement de stocker vos données, aussi de gérer vos données. Ça veut dire quoi gérer les données? Ça veut dire modifier les données, supprimer les données et aussi accéder à des informations. Ça veut dire tu peux effectuer aussi des recherches au niveau d'une base de données. Alors, en programmation, on distingue deux types de bases de données. Nous avons les bases de données relationnelles, ou ce qu'on appelle aussi SQL, et les bases de données non relationnelles, ou ce qu'on appelle NoSQL. Alors, les bases de données relationnelles, données organisées en tables liées entre elles, utilisent le langage SQL. Par exemple, MySQL, ProtectSQL, Oracle Database, SQL Server. Alors, le premier type, tout simplement, de bases de données, ce qu'on appelle les bases de données relationnelles, c'est tout simplement, il utilise la notion des tables. Ça veut dire, dans notre cas, par exemple, nous avons parlé que nous avons des informations clients, des informations voitures, des informations commandes, des informations factures. Alors, dans les bases de données relationnelles, tout simplement, le client, c'est une table qui va sauvegarder toutes les informations d'un client. Aussi, la voiture, c'est une table. On va sauvegarder toutes les informations voiture dans la table, la commande, la facture, etc. Aussi, les tables sont liées entre eux. Alors, pour cela, on dit relationnel. Pourquoi? Parce que les tables sont liées, il y a des relations entre les tables. Alors, pour cela, tout simplement, on appelle aussi les tables, les bases de données relationnelles. Aussi, pour communiquer avec ces bases de données, on utilise le langage SQL. Le SQL, c'est un langage base de données qui vous permet tout simplement de communiquer avec une base de données et d'effectuer des opérations sur votre base de données. Alors, bien sûr, on utilise les bases de données relationnelles quand vous êtes en train de travailler un grand projet, surtout au niveau de le backend, mais on parle sur un grand projet, les grandes structures. Bien sûr, on utilise tout simplement les bases de données relationnelles. Alors, les bases de données non relationnelles, c'est tout simplement les nouveautés de la base de données.
c'est plus flexible. Ça veut dire on ne travaille pas en table, mais on travaille avec la notion document. C'est presque le même syntaxe que le fichier JSON. Alors, on utilise beaucoup avec les applications modernes. Pourquoi? Parce qu'il est très flexible et très rapide. Et surtout quand vous voulez travailler un backend pour votre front-end, ça veut dire si on va parler par exemple sur notre cas, on peut distinguer entre deux backends. Il y a un backend qui sera utilisé par un client et il y a le backend qui va qui va tout simplement faire l'administration, tout simplement l'administration de notre agence. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, on va travailler avec une base de données relationnelle et bien sûr avec le PHP, Laravel, si vous voulez, comme un exemple. Alors, concernant les bases de données NoSQL, bien sûr, toutes les applications modernes, ils utilisent ce type de base de données parce qu'ils sont tout simplement très flexibles et très rapides et faciles à exploiter puisqu'ils utilisent la même forme que JSON. Alors, bien sûr, les NoSQL, les bases de données les plus utilisées en NoSQL, on parle sur le MongoDB. Le MongoDB, c'est plus utilisé actuellement dans le marché. Et aussi, on parle sur le Firebase. Alors, pour nous, bien sûr, on va travailler avec MongoDB. Alors, le MongoDB est une base de données NoSQL qui stocke les données sous format de documents, ou ce qu'on appelle des documents JSON. Ça veut dire tout simplement quand tu parles au niveau de MongoDB, on parle sur les documents, au lieu de tables, comme dans les bases de données relationnelles. Alors, MongoDB est une base de données flexible et moderne où les données sont organisées en collections, comme des dossiers contenus des documents, comme des fichiers JSON. OK? Ça veut dire tout simplement, quand on va travailler avec le MongoDB, on parle sur les collections. Par exemple, on veut gérer les informations des utilisateurs, on va parler sur la collection utilisateur. Alors, équivalent d'une table en SQL contient plusieurs documents. Alors, le document équivalent d'une ligne format JSON et on travaille avec les valeurs. Alors, ça veut dire quoi? Si nous avons une collection des clients, ça veut dire quoi collection des clients? Ça veut dire la collection, c'est un document qui va regrouper toutes les informations de tous les clients. Mais quand je parle sur les informations d'un seul client, je parle sur un document. Alors, ça veut dire qu'une base de données MongoDB, il va contenir un ensemble de collections et chaque collection, il contient un ensemble de documents. Alors, pour enregistrer tout simplement au niveau de MongoDB, ça, c'est la structure d'un document. On travaille avec la notion clé-valeur. Alors, par exemple, le nom, c'est la clé. La valeur, c'est Ali. Email, âge 25, l'email, elle est mail.com, etc. Alors, ça c'est ce qu'on appelle un document. OK? Alors, grosso modo, si on prend notre cas, par exemple, notre cas, on va appeler la base de données, on va appeler par exemple location. Et dans la base de données location, on va trouver un ensemble des collections. Voilà. Alors, on va trouver un ensemble des collections. Alors, par exemple, la première collection, on va nommer user. Voilà. Deuxième collection, par exemple, on va nommer client. Voilà, on va nommer client. Par exemple, troisième collection, on va nommer voiture. Voilà. Quatrième collection, on va nommer par exemple commande ou réservation. Voilà. Et la dernière collection, on va nommer tout simplement facture, par exemple, ou facturation.
Voilà, facturation. Alors voilà, si tout simplement, si je parlais sur les données qu'on va sur notre base de données, alors ça, ce qu'on appelle les collections. Nous avons collection user, collection client, collection voiture, collection réservation et collection facturation. Alors, dans la collection user, on va sauvegarder toutes les informations des utilisateurs. Dans la collection client, on va sauvegarder tout simplement toutes les informations clients. Dans la collection voiture, on va sauvegarder les informations des voitures. Dans la collection réservation, on va sauvegarder les réservations clients. Et la facturation, on va sauvegarder les factures. Alors, comme ça, on va tout simplement travailler ou structurer les données dans une base de données. Alors, pour travailler avec le MongoDB, nous avons deux techniques. Soit on travaille en ligne, il y a tout simplement des serveurs qui fournissent tout simplement à créer une base de données en ligne, MongoDB, ou on va travailler localement. Moi, je préfère localement. Alors, dans ce cas-là, elle doit tout simplement télécharger le Mongos Compact, pardon, le MongoDB Compact. Alors, je vais tout simplement voilà, partager l'écran avec vous. Alors voilà, ici sur Google, OK? Sur Google, on va tout simplement demander Download MongoDB Compass. Voilà. Alors, bien sûr, on va faire le téléchargement. Voilà, ici, nous avons le lien de téléchargement. Alors, je vais partager sur le dossier backend, je vais partager tout simplement le lien de téléchargement. Alors ici, tout simplement, tu peux télécharger tout simplement télécharger le logiciel Mongos Compact. Alors bien sûr pour le Windows. Après le téléchargement, tout simplement, tu vas accéder au dossier téléchargement. Voilà. Et tout simplement, voilà. Alors, bien sûr, voilà, au niveau de programme. Alors, voilà, ici, tu vas trouver le téléchargement de votre logiciel. Alors, le Mongos Compact, voilà, il est là. Et tu vas installer directement sur votre machine comme tous les logiciels. Et bien sûr, pour démarrer le Mongo Compact, alors tout simplement ici, on va chercher sur le MongoDB Compact. Voilà. Alors, bien sûr, automatiquement, le logiciel va être affiché devant nous et il va donner, voilà, ça c'est le Mongo DB Compact, OK? Et bien sûr, la première chose, tout simplement pour la première fois, tu vas rajouter tout simplement Add New Connection où nous avons ici tout simplement la connexion locale. Alors, si j'ai cliqué sur Add New Connection, alors voilà, il va tout simplement donner l'URL de connexion, le name de la connexion, ou par défaut, voilà, et tu vas cliquer sur Connect. Alors pour moi, j'ai déjà fait ça. Voilà, j'ai la connexion localhost. Alors il suffit de cliquer sur Connect pour connecter le serveur. Alors voilà, le serveur, il est déjà connecté. Et bien sûr, il va afficher toutes les bases de données que j'ai sur mon ordinateur. Alors, je vais demander à créer une nouvelle base de données, Create Database. Alors, tu cliques juste ici ou ici, tu vas trouver Create Database. Alors, pour moi, je vais créer plus. Alors, ici, il va donner tout simplement à créer ou donner le nom de votre base de données. Alors, je vais dire localhost. Voilà, localhost. Ah, pardonnez-moi, location. Et bien sûr, il va demander à créer le premier collection. OK, de créer le premier collection. Alors, pour moi, je demande de créer le premier collection user. Alors, create database. Alors, voilà, automatiquement, il va tout simplement créer une base de données. Et à l'intérieur de la base de données, il va créer tout simplement l'user ou la collection user. Alors, je répète,
pour utiliser le MongoDB sur votre, tout simplement le MongoDB sur votre ordinateur, il suffit de télécharger MongoDB Compass, installer sur votre ordinateur, par la suite lancer le logiciel. Si vous avez le logiciel dans la première fois, tu as créé New Connexion. Après, tu vas cliquer sur plus, ça veut dire tout simplement tu demandes à créer une database. Alors, tu vas donner le nom de votre database et tu vas donner une collection, la première collection au niveau de database. OK? Alors, maintenant, la question posée, c'est comment je vais connecter tout simplement notre programme avec la base de données MongoDB. Alors, bien sûr, pour faire la connexion, on y a besoin de deux choses. On y a besoin le port avec lequel on va travailler, ça veut dire le canal avec lequel on va travailler. Alors, tout simplement, on va travailler avec le port 8000 et aussi, nous avons besoin de la chaîne de connexion, ça veut dire l'URL de votre base de données. Alors, tout simplement, ici, nous avons, voilà, alors, Show Connexion Info, si tu cliques ici, tu appuies sur Show Connexion Info. Alors, automatiquement, ici, il va donner quoi? Il va donner le lien de tout simplement de votre serveur. Alors, notre serveur, c'est localhost 2.27017. Alors, ça, c'est le chemin de votre serveur base de données. Alors, je répète, ça, c'est le chemin de votre serveur base de données. Ça veut dire que tu vas utiliser bien sûr le protocole HTTP. Alors, localhost 2.27017. Et bien sûr, pour accéder à la base de données location, on va rajouter le nom de la base de données. Parce que le serveur localhost 2.27017, il contient toutes les bases de données. Pour moi, je veux faire une connexion exactement avec la base de données location. Alors pour cela, pour définir le port et pour définir le chemin de la base de données, bien sûr, ça c'est deux informations très importantes. Pourquoi très importantes? Parce que si un hacker, il a bien savoir le port de votre base de données ou le lien ou le chemin de votre base de données, automatiquement, il a le droit de hacker votre base de données et en même temps, il va hacker tout simplement toutes les informations que vous avez sur votre base de données. Alors pour cela, je vais choisir le dossier NF pour sauvegarder tout simplement ces deux informations et comme ça, je vais sauvegarder le port et le chemin de la base de données d'une manière tout simplement très sécurisée. OK? Alors, est-ce que clair maintenant l'utilité de .nf? Parce que le permis de sauvegarder des informations sécurisées, ça veut dire tout simplement votre base de données où les informations écrites au niveau de .nf seront sécurisées et c'est difficile et vraiment c'est mission impossible de hacker ces informations. Alors pour cela, pour connecter à votre base de données et pour créer une connexion à votre base de données, alors première chose, je vais définir le port, voilà, égal. Alors je vais dire tout simplement, je vais utiliser le port 8000 et aussi je vais utiliser Mongo URL. Je vais créer le Mongo URL. Alors ici où je vais stocker tout simplement le chemin de notre base de données. Alors tout simplement le chemin, comme j'ai déjà dit, je vais dire que je suis en train de travailler avec une base de données MongoDB. Alors MongoDB, ok, MongoDB, deux points, slash, slash, localhost, voilà, localhost, deux points, le port 27017, voilà, slash. Après, je vais dire que la base de données, c'est location. Alors voilà comment on va tout simplement créer ce qu'on appelle la chaîne de connexion ou le chemin de votre base de données. Alors, bien sûr, ici, vous avez toutes les informations de le chemin de la base de données. Voilà.
Alors ici, tout simplement, nous avons MongoDB, localhost, le port 27017 et la base de données location. Alors voilà, comme ça, tout simplement, j'ai créé un lien vers notre base de données. Alors maintenant, bien sûr, la connexion à la base de données, je vais faire tout simplement dans le index, dans le fichier de démarrage, comme ça que tout simplement notre utilisateur, tout simplement notre programme, quand sera lancé, il va connecter avec la base de données. Alors pour cela, je vais tout simplement commencer par voilà, je vais commencer tout simplement par app. Voilà, je vais analyser au départ. Je vais créer une analyse. Voilà, je vais analyser la requête. Analyse le corps du requête. Alors, je répète, les requêtes, ce sont les questions ou les demandes d'un user. Par exemple, si tu cliques sur j'aime, alors ici, la question ou la requête, c'est ajouter j'aime à cette publication. Quand je clique sur commentaire, alors dans ce cas-là, le API, je demande, la requête ici, c'est la demande de l'utilisateur d'ajouter un commentaire à une publication. Alors, bien sûr, pour vérifier tout simplement, pour analyser le corps de la requête, on va utiliser body parse. Alors, pour cela, je demande app, la variable app qu'on a créée ou initialisée à partir du framework Express.js, .use. Ça veut dire, j'ai dit que notre application va utiliser le body parse, le body parse .json. Alors, ça veut dire tout simplement que tous les requêtes, toute la communication, on va communiquer tout simplement avec, tout simplement, on va communiquer avec le type de fichier JSON comme nous avons travaillé. OK? Alors, deuxième chose, je vais configurer tout simplement le fichier NF. Ici, je vais faire la configuration, configurer le fichier NF pour l'utiliser. Voilà, .nf. Alors pour cela, je vais utiliser le .nf.config. Le .nf.config. Alors ici, je demande quoi? Je demande tout simplement de configurer ou de faire la configuration de fichier NF, bien sûr, en utilisant la bibliothèque .nf. Alors, je répète, si vous voulez utiliser un fichier sécurisé pour créer les variables globales ou ce qu'on appelle aussi le variable d'environnement, alors ici, il doit installer la bibliothèque .nf. Première chose, je vais configurer le fichier avec la méthode config. Après, je vais récupérer tout simplement les informations de la connexion. Alors ici, je vais récupérer les infos connexion, bien sûr, database, base de données. Alors, database. Alors ici, je vais faire quoi? Je vais créer une constante. Alors, const, je vais appeler port. Voilà. Et je demande de initialiser à partir de fichier NF. Alors ici, je vais utiliser process.nf. Voilà, process.nf. Et je demande tout simplement .port. Ça veut dire quoi? Je demande tout simplement que tu vas récupérer la variable port à partir de fichier NF, la variable port à partir de fichier NF qui est le 8000, OK? Et tu vas l'enregistrer tout simplement dans le fichier, dans la constante port. Alors, dans le cas où il y a un problème
dans notre port qu'on a utilisé. Alors, pour éviter que votre programme sera bloqué, je vais définir le port par défaut. Alors, le port où tu vas initialiser par 5000. Alors, ça veut dire quoi? Ici, j'ai dit quoi? S'il vous plaît, tu vas récupérer le port à partir du fichier NF et tu vas stocker dans un constant que j'ai appelé port. Mais si vous n'avez pas trouvé cette port, alors tout simplement, tu vas initialiser le port par défaut de 5000. Aussi, je vais récupérer le chemin de notre base de données. Alors, const. Alors, je vais appeler par exemple Mongo URL. Voilà, Mongo URL. Et je vais initialiser à partir du fichier process.nf, à partir du fichier nf. Et je demande tout simplement de importer Mongo. Alors, j'ai appelé tout simplement Mongo URL. Voilà, je demande tout simplement de voilà Mongo URL. Alors, ça veut dire quoi? Quand je vais lancer tout simplement mon projet, alors automatiquement, je vais faire quoi? Il va vérifier le fichier NF, il va récupérer le port et aussi il va récupérer le chemin de la base de données et il va sauvegarder tout simplement dans la variable port et la constante Mongo URL. Alors maintenant, on va tout simplement faire la connexion. Alors, connecter avec database. Alors, bien sûr, pour faire la connexion, comme nous avons déjà expliqué, on va utiliser le Mongoose. Alors, le Mongoose, il vous permet tout simplement de gérer le schéma et aussi, il va jouer l'interface ou la bibliothèque qui va faire une interface entre le Express.js qui va récupérer et réceptionner l'API et interpréter, traiter l'API et envoyer la réponse et aussi la base de données MongoDB. Alors pour cela, je vais utiliser l'objet Mongoose. Je demande point la méthode connect et tout simplement, je vais donner l'URL de notre base de données. Alors mongoose.connect. Alors je vais donner l'URL de la base de données. On a stocké dans le Mongo URL. Voilà. Et bien sûr, pour tout simplement savoir est-ce qu'on a bien connecté ou non, je demande quand tu fais la connexion, tu vas point .den par la suite, voilà, point .den. Par la suite, je vais créer tout simplement une fonction fléchée ici pour gérer tout simplement. Alors, point .den. Alors, je vais faire copier-coller supérieur. Alors, voilà. Je vais faire copier-coller le supérieur. Voilà. Alors voilà, ici je vais créer une fonction fléchée. Voilà. Je vais dire quoi? S'il vous plaît, tu vas effectuer une connexion à tout simplement à l'URL que j'ai donné ici. Alors ici, si vous êtes bien connecté, s'il vous plaît, tu vas afficher un message console.log console.log. Ça veut dire que tu vas afficher un message ou tu vas afficher ce message dans le console et tu vas dire tout simplement, voilà, je peux dire par exemple database connected ou la connexion, voilà, connexion effectuée avec succès. Voilà. Voilà, la connexion avec succès. Voilà. Connexion effectuée avec succès. Voilà, avec succès, par exemple. Juste un message pour savoir. Et aussi, je demande à notre application
de connecter avec le port 8000. Alors pour cela, je demande app.listing. Ça veut dire tu vas écouter quoi? Tu vas écouter le port, voilà, le port, la variable port. Et après, je vais créer, voilà, une fonction fléchée et je vais dire tout simplement, affichez-moi aussi le port. Alors, console.log et maintenant, je demande serveur, démarrer. Voilà, serveur, démarrer. Voilà. Sur le port, voilà. Et ici, je demande quoi? Je demande d'afficher le port tout simplement. Alors, pour cela, je ne vais pas utiliser les guillemets, mais je vais utiliser l'entrecôte. Voilà. Voilà. Et ici, je vais dire quoi? S'il vous plaît, sur le port, deux points. Et après, je demande dollar, comme nous avons vu, je demande d'afficher la variable port. Voilà, la variable port. Et dans le cas où vous avez une erreur, alors maintenant, je demande point catch pour gérer les erreurs. Et ici, je demande, s'il vous plaît, tu vas créer une fonction avec variable erreur, pardon, avec la variable erreur. Et par la suite, s'il vous plaît, tu vas, une fonction fléchée, tu vas afficher console.log, console.log, et tu vas afficher erreur. Voilà. Alors voilà tout simplement comment j'ai configuré tout simplement la page de démarrage index. Alors je répète, alors la première chose, j'ai initialisé notre application à partir de Framework Express JS. Après, j'ai demandé que mon application, il va utiliser la bibliothèque bodyparse.json pour lire le corps de la requête et pour échanger les informations sous format d'un JSON. Étape suivante, j'ai configuré le fichier .env pour l'exploiter par la suite et pour récupérer les informations qu'on a sauvegardées, c'est le port et le chemin de la base de données. Pour cela, j'ai dit dot.env.config. Je vais récupérer les informations de la connexion database. Alors, j'ai récupéré le port et le chemin de la base de données et j'ai créé bien sûr dans la variable port et la variable Mongo URL. Après, j'ai utilisé l'objet Mongoose pour faire une connexion et pour lancer bien sûr le serveur de database. Alors, mongoose.connect. Alors ici, j'ai donné tout simplement le chemin que je sauvegardais ici. Ça veut dire il va connecter avec la base de données location. Et après la connexion, je demande d'afficher un message pour dire que la connexion effectuée avec succès. Et aussi, je demande que tout simplement, tu vas écouter le port 8000. Ça veut dire à chaque fois vous voulez communiquer avec la base de données, tu vas communiquer avec le port 8000. Et si tu as bien tout simplement communiqué sur ce port, s'il vous plaît, affichez-moi serveur démarré sur le port. Alors j'ai demandé d'afficher tout simplement le port. Au cas où tu vas trouver un problème, dans ce cas-là, s'il vous plaît, tu vas faire quoi? Tu vas afficher un message d'erreur. Alors maintenant, je vais démarrer mon projet. Alors pour cela, je vais passer le backend et je vais lancer l'invite de commande, CMT. Alors voilà, on a bien sûr dans le fichier config, on a paramétré, voilà, dans le fichier config, on a paramétré la commande start pour démarrer notre projet. Pourquoi? Parce que quand je vais taper la commande start, il va lancer le node-mon. Alors nous avons dit que le node-mon, c'est la bibliothèque qui vous permet de démarrer un projet Node.js et je demande de
exécuter sur le serveur le code index.js. Alors maintenant, je vais tester. Je demande npm start. Et voilà, il a dit quoi ici? Voilà, il a dit connexion effectuée avec succès, le serveur démarré sur le port 8000. Alors voilà, ça signifie quoi? Signifie que tout simplement notre connexion, il est bien établi. Pourquoi? Parce qu'il a affiché connexion effectuée avec succès et aussi il a affiché le port tout simplement. Voilà, il a affiché le port 8000. Ça veut dire qu'il a bien lire le port et il a bien fait la connexion tout simplement à notre base de données. Alors voilà, ça c'est comment connecter tout simplement votre projet à une base de données MongoDB. Alors on va, puisque on a tout simplement connecté notre, voilà, on a connecté bien sûr notre base de données. Alors maintenant, on va passer tout simplement à définir le schéma de notre collection user. Alors, on va commencer par le user. Alors, ça veut dire quoi le schéma? Ça veut dire tout simplement quelles sont les informations avec lesquelles ou avec lesquelles on va caractériser un utilisateur au sein de notre application. Alors, quand je dis un utilisateur, peuvent être le directeur, peuvent être l'assistante, la réceptionniste, peuvent être comptables, peuvent être assistantes administratives, etc. Selon les postes, quand tu parles sur les users, les utilisateurs de l'application, si tout simplement je parle sur les employés que vous avez dans votre agence location de voitures. Alors, grosso modo, chaque utilisateur va être caractérisé par un nom, l'email, c'est tout simplement pour faire comme un logging, puisqu'on va faire unique, ça veut dire on va interdire d'entrer deux utilisateurs avec le même email. Aussi, on va parler sur le mot de passe. OK? Aussi, avant le mot de passe, le rôle. Ça veut dire vous avez quel rôle cet utilisateur? Est-ce que directeur? Est-ce que assistante? Est-ce que comptable? Etc. Aussi, un mot de passe pour protéger, bien sûr, l'espace. Ça veut dire que chaque utilisateur, il va avoir tout simplement un email, OK? Et aussi, cet email sera unique. Alors, le rôle, le mot de passe, aussi, on va rajouter le statut. Alors, le statut, ça veut dire quoi le statut? C'est tout simplement, est-ce que le compte, il est actif ou désactivé? Ça veut dire pour donner la possibilité à désactiver un compte. Par exemple, nous avons un employé qui va sortir en congé. Alors, dans ce cas-là, on va désactiver le compte. Ou nous avons un employé qui a tout simplement, qui va faire un mise à pied. Alors, dans ce cas-là, on va désactiver le compte. Alors, comme ça, on va tout simplement caractériser nos utilisateurs. Alors, et ça, ce qu'on appelle le schéma user. Alors, maintenant, pour tout simplement gérer notre collection user, on va commencer tout simplement à définir le schéma user. Ça veut dire quoi le schéma user? C'est tout simplement l'ensemble des informations qui nous permet tout simplement de caractériser un utilisateur. Alors, pour définir le schéma, je vais partager l'écran avec vous. Voilà. Alors, concernant le schéma, ici, on utilise ce qu'on appelle les modèles. Alors, les modèles, tout simplement, signifient le schéma d'un utilisateur. OK? Alors, pour cela, je vais tout simplement, voilà. Alors, pour cela, je vais tout simplement, voilà. Je vais sur le user model. Alors, sur le user model, je vais faire quoi? Je vais définir le schéma. Alors, pour définir le schéma, bien sûr, on a dit quelle bibliothèque qui nous permet de gérer la structure de données. Alors, ici, on va utiliser quelle bibliothèque? Express.js, NF, c'est la bibliothèque Mongos. Alors, pour cela, je vais importer, import, voilà, le Mongos.
à partir from la bibliothèque Mongos. Voilà. Et ici, je vais dire quoi? S'il vous plaît, je vais définir un schéma. Alors, pour définir un schéma, const, je vais déclarer un const. Je vais appeler le schéma user schéma. Voilà. Égal user schéma égal quoi? Égal un nouveau schéma Mongos. Alors, new Mongos point schéma. Voilà. Et ici, entre les parenthèses, je vais ouvrir les accolades. Et ici, je vais commencer tout simplement à définir tout simplement notre schéma. Je vais dire que j'ai une information qui s'appelle le nom. Deux points. Cet nom, c'est tout simplement de type string. Ça veut dire chaîne de caractères, string. Et bien sûr, le nom, c'est obligatoire. Alors, pour définir que le nom, c'est obligatoire, on va mettre required égale true. Alors, ça signifie quoi? Signifie que tout simplement, nous avons un champ qui s'appelle le nom. Le type de cette champ est chaîne de caractères. Ça veut dire le nom, c'est un ensemble des caractères. Et cette information, il est obligatoire. Ça veut dire on ne peut pas sauvegarder un utilisateur si nous n'avons pas un nom. Alors après, virgule. Alors je vais faire copier-coller pour gagner le temps. Voilà. Après, je vais définir deuxième information, c'est email. Voilà. La même chose. J'ai dit que l'email de type string est obligatoire. Aussi, on va définir le rôle. Voilà. Aussi, je vais dire que c'est tout simplement type string. Required, ça veut dire c'est obligatoire. Après, je vais définir le mot de passe. Voilà. Mot de passe. Voilà. Et finalement, je vais définir le statut. Alors, concernant le statut, voilà, concernant le statut, alors le type de statut, c'est booléen. Pourquoi booléen? Parce que le statut, c'est quoi? Nous avons des quoi? Le statut, il accepte deux valeurs. Soit le compte actif, alors dans ce cas-là, le statut, il est true. Soit le compte est désactivé, alors dans ce cas-là, le statut, il est false. Alors voilà comment on va, ça c'est le type booléen, ok? Ça c'est le type booléen qui va accepter juste deux valeurs, soit true, soit false. Et finalement, je vais dire quand je vais appeler le user schéma, s'il vous plaît, tu vas exporter, export, voilà, default, tu vas exporter par défaut, default, mongos.modèle, mongos.modèle, et s'il vous plaît, la collection, tu vas appeler user, ça c'est le nom de la collection, et la définition, ça veut dire le schéma de cet user, il est enregistré dans user schéma. Alors voilà comment tout simplement exporter le modèle. Et j'ai dit, s'il vous plaît, quand tu vas exporter le user modèle, la collection, on va appeler user. Alors, on a appelé bien sûr user ici avec S, OK? Alors, la collection est appelée user et les informations que nous avons dans cette user, elle est expliquée dans user schéma. Ça veut dire automatiquement, il va savoir quelles sont les informations caractérisées cette collection ou ça ce qu'on appelle le schéma de cette collection. OK? Alors maintenant, on va tout simplement, est-ce que Claire, avant de passer, alors en supposant que nous avons bien sûr
nous avons créé une collection, voilà, une base de données qui s'appelle location. Et à l'intérieur, on a créé une collection qui s'appelle user. Voilà. Alors maintenant, si nous avons un utilisateur, si nous avons un utilisateur, par exemple le directeur de l'agence. Alors maintenant, on va poser une question. Cet directeur, quelles sont les opérations qu'il va, qu'il va demander à cette user? OK, ça veut dire à cette donnée. Ça veut dire quelle est la demande de l'utilisateur. Alors, si on a posé la question, grosso modo, on va trouver qu'il y a 4 demandes qui vont être demandées par un utilisateur au sein des données. Nous n'avons pas plus, pas moins. Alors, la première chose, notre utilisateur, il va demander tout simplement à ajouter un utilisateur à la base de données. Alors, ajouter un user. OK? Aussi, on va trouver que l'utilisateur, il va demander aussi de tout simplement de faire, voilà, il va demander de récupérer la liste, voilà, récupérer ou lire la liste des users aussi. OK? Alors aussi, voilà, pardonnez-moi. Alors, je vais structurer ça. Alors, voilà. Alors, ça, c'est la collection. Il va demander d'ajouter un user. Il va demander aussi de lire la liste des users. Aussi, il va demander de mettre à jour un user. Mettre à jour, ça veut dire modifier, par exemple, les mails, le nom, le téléphone, si vous voulez rajouter le téléphone, etc. Alors ici, on va parler sur mise à jour. Voilà. Et aussi, finalement, il va demander tout simplement de supprimer un utilisateur. Aussi, il va demander là, de supprimer un utilisateur. Voilà. Supprimer un utilisateur. Voilà. User. Alors, grosso modo, n'importe quel utilisateur dans n'importe quelle application tu utilises, alors grosso modo, vous avez 4 fonctions, ni plus ni moins. Ça veut dire dans toutes les applications, quand tu utilises WhatsApp, TikTok, Facebook, les applications de la banque, Gmail, tout le temps, quand tu vas faire une demande, vous avez 4 demandes. Tu ne peux pas poser d'autres que 4 commandes. Soit tu vas ajouter une information à votre base de données, soit tu vas lire les informations à partir d'une base de données, soit tu vas mettre à jour une information à la base de données, soit tu vas supprimer une information à partir de la base de données. Alors, on prend un exemple. Par exemple, je suis dans le WhatsApp et j'ai envoyé un message à Monsieur Yahya. Alors, dans ce cas-là, j'ai fait quoi? J'ai ajouté un message dans la conversation entre moi et Monsieur Yahya. En supposant, par exemple, j'ai trompé et je veux modifier le message. Alors, je vais corriger le message et je vais envoyer un nouveau. Alors, dans ce cas-là, c'est une update. Alors, en supposant, par exemple, j'ai demandé de publier une publication sur Facebook. Ça, c'est l'ajout. Par exemple, je demande de supprimer une conversation. Ça, c'est une suppression, etc. Ça veut dire que toutes les applications que nous avons dans le monde réel, nous avons 4 opérations. Nous avons ni plus ni moins. Alors, pour cela, en programmation, nous avons quatre opérations, 4 fonctions. Nous n'avons ni plus ni moins. C'est ça le backend.
nous avons l'ajout, la lecture, la mise à jour et la suppression. Alors pour nous, on dit l'ajout, ça ce qu'on appelle tout simplement create. Voilà. La lecture, ça ce qu'on appelle read. Voilà. Read. Alors ça c'est create, c'est l'ajout, c'est read. Voilà. Pour la mise à jour, ça ce qu'on appelle update. Voilà. Update. Update. Et pour la suppression, ça ce qu'on appelle delete. Voilà, c'est le delete. Alors voilà, c'est ça les fonctions avec lesquelles on travaille. C'est tout simplement create, read, update et delete. Alors voilà, and delete. Et ça, ce qu'on appelle en programmation, si on prend la première alphabet de chaque opération, C, R, U, D, alors ça, ce qu'on appelle tout simplement write. Alors ça, ce qu'on appelle en programmation write, ça veut dire quoi? Write, ou ce qu'on appelle implémentation schéma, ou write. Write signifie les 4 opérations de base. Create, read, update and delete. Alors, grosso modo, quand tu vas parler sur le backend, tout simplement, on va parler sur 4 fonctions, qui est le create, ajouter une information à la base de données, read, lire une information à partir de la base de données, update, mettre à jour une information dans la base de données, delete, supprimer tout simplement une information à partir de la base de données. Et ça, c'est les fonctions qu'on va tout simplement ajouter et créer au niveau de contrôleur. Parce que nous avons dit que le contrôleur, c'est tout simplement le fichier MITI. Okay? Le contrôleur, c'est le fichier MITI, bien sûr, dans notre base de données. Alors, est-ce que Claire, la notion a assuré les 4 fonctions tout simplement sur notre projet? OK? Alors, on va commencer par la première fonction, c'est create. Ça veut dire comment on va ajouter tout simplement un user à notre base de données. Pour commencer tout simplement le logique métier. Alors voilà, alors nous avons fait juste une fonction de test, mais maintenant je vais commencer bien sûr les fonctions. Voilà, alors bien sûr je peux supprimer ça. Voilà. Alors bien sûr, la première chose pour mettre à jour tout simplement ou pour créer les fonctions nécessaires, tout simplement on y a besoin le schéma user. Pourquoi? Parce que soit le create, soit le update, soit le delete, soit la lecture, tout ça, il va utiliser quoi? Il va utiliser le schéma user, ça veut dire les informations user. Alors pour cela, je vais importer import un instance, je vais appeler user from et je vais bien sûr sortir de dossier. Après, je vais passer le modèle et après, je vais utiliser user model.js. Alors voilà, j'ai demandé de créer un objet, j'ai appelé user à partir de modèle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement cet user, c'est un tableau d'objets qui contient tout simplement le nom, l'email, le rôle, le mot de passe et le statut. Aussi, bien sûr, pour gérer tout simplement le data, on a besoin le Mongoose. Alors, pour cela, je vais appeler aussi le Mongoose import
Mongoose. Voilà. On peut utiliser le Mongoose, mais actuellement, je ne vais pas utiliser le Mongoose. On reste sur le user. OK? Alors maintenant, je vais commencer à créer la première fonction. Voilà, la fonction create. OK? Alors la fonction create, ça veut dire ajouter. Alors pour cela, je demande exporter la constante. Je vais appeler create et à l'intérieur, je vais tout simplement utiliser une fonction asynchrone, comme nous avons expliqué la dernière séance. Voilà. Et je demande tout simplement de créer une fonction. Cette fonction a deux paramètres, la requête, ça veut dire la demande de l'utilisateur, et la réponse. Alors, c'est une fonction fléchée. Voilà, pardonnez-moi. Voilà, je vais mettre copier-coller supérieur. Voilà. Alors, j'ai un Ah, pardon. Voilà. Juste, j'ai un problème avec supérieur. Voilà. Alors ici, je vais créer une fonction flèche. Voilà. Alors, tout simplement, export constante, create asynchrone fonction. La fonction a deux paramètres. La première paramètre, c'est la requête request, c'est la demande utilisateur. Et REST, c'est la réponse serveur. Parce que nous avons dit que le serveur, tout le temps, il va communiquer avec un utilisateur. Comment il va communiquer avec un utilisateur? Et l'utilisateur, il va envoyer des demandes, des requests, des questions à travers le front-end, bien sûr, et le serveur, il va réceptionner la question exactement avec le Express.js, la framework Express.js, qui va réceptionner cette question. Il va faire un traitement, bien sûr, en utilisant la base de données, et par la suite, on va répondre tout simplement notre utilisateur par une réponse. Alors pour cela, concernant notre fonction, j'ai défini une fonction avec deux paramètres, request et réponse. Alors, bien sûr, première chose, c'est tout simplement, je vais utiliser la fonction try catch pour gérer les erreurs. Voilà, try catch. Alors, tout simplement, c'est une fonction qui nous permet tout simplement de gérer les erreurs. Ça veut dire, comme nous avons étudié la dernière séance, try, essayer de faire les instructions suivantes. Catch, dans le cas où nous avons une erreur, tu vas afficher un message d'erreur comme quoi que intervalle serveur, par exemple, erreur, ça veut dire erreur de serveur. Alors, pour cela, je vais paramétrer le cas d'erreur, ça veut dire le cas où tu n'arrives pas à connecter ou à ajouter un utilisateur à la base de données. Dans ce cas-là, tu vas faire une réponse rest.statut. Alors, bien sûr, on va travailler avec les statuts. Alors, concernant le statut de erreur de serveur, c'est le statut 500. Voilà, parce que chaque opération, on va utiliser un statut. Alors, s'il vous plaît, rest.statut.json. Voilà. Et à l'intérieur de JSON, entre les accolades, je vais dire, s'il vous plaît, l'erreur, tu vas initialiser par le message. On peut dire tout simplement problème du serveur. Alors, ça veut dire, une fois, je vais trouver tout simplement le statut, tout simplement le statut 500 et automatiquement, j'ai trouvé problème du serveur. Ça signifie quoi? Signifie que le serveur, il n'arrive pas à exécuter les instructions tout simplement ici. OK? Alors, bien sûr, quand l'utilisateur va demander à ajouter un user, normalement, il va faire quoi? Il va remplir un formulaire. Ça veut dire qu'il va donner les informations, le nom, l'email, le mot de passe, le rôle,
et aussi le statut. Et il va demander tout simplement à ajouter cet user. Et bien sûr, on va collecter ces informations. Bien sûr, le front, il va envoyer ces informations au niveau de la requête. Alors pour cela, la première chose, je commence const user data. Ça veut dire, je vais créer un constante qui s'appelle user data. Cette constante va tout simplement stocker toutes les informations, le nom, l'email, le mot de passe, le rôle et le statut de l'utilisateur ou d'un nouveau utilisateur. On va récupérer cette information depuis où? Depuis la requête et exactement dans le body de la requête, ça veut dire dans request. Quand vous voulez créer un compte Facebook, alors tu vas pas cliquer sur créer avant de remplir le formulaire. Normalement, au départ, tu vas remplir un formulaire et à la fin, tu vas cliquer sur créer profil. Ça veut dire quoi? Tu vas envoyer les informations pour créer un profil. Alors, const user data, tu vas récupérer les informations à partir new user, à partir de modèle user et exactement au niveau de request.body. Voilà. Alors ici, si tout simplement, j'ai dit quoi? J'ai dit, s'il vous plaît, tout simplement, tu vas utiliser le user, c'est le modèle user, et tout simplement, l'utilisateur va faire quoi? Va envoyer tout simplement un request. Cette request, au niveau de body, au niveau de corps de cette request, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver les informations d'un nouveau utilisateur et tu vas stocker dans user data. Alors maintenant, nous avons dit qu'on ne peut pas sauvegarder, tout simplement, on ne peut pas sauvegarder deux utilisateurs ayant le même email. Alors comment je vais faire maintenant? Je vais faire quoi? Je vais tester est-ce que l'email existe ou n'existe pas. Alors pour cela, je demande de récupérer l'email à partir du user data parce que le user data, il contient le nom, l'email, le mot de passe, le rôle et le statut. Alors, dans ce cas-là, je vais dire quoi? Const, entre les accolades email, à partir de quoi? À partir de user data. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai demandé de récupérer les mails à partir des informations que l'utilisateur il a envoyées en request. OK? Alors maintenant, pour tester tout simplement s'il existe ou n'existe pas, ça veut dire je vais faire quoi? Je demande const, je crée une constante const, je vais appeler user exist et je vais utiliser le serveur await user et maintenant je vais utiliser le express.js. Alors voilà l'express.js, il va donner quoi? Il va donner une fonction. Quand vous voulez récupérer un utilisateur, un user, quand vous voulez récupérer un utilisateur, tu vas utiliser .find one, ça veut dire tu vas trouver un seul utilisateur et cet utilisateur, il est caractérisé par email. Alors, ça signifie quoi cette instruction? J'ai tout simplement récupéré l'email de l'utilisateur à ajouter et après, je demande de vérifier tous les users et exactement, tu vas vérifier les mails. Si tu trouves cet utilisateur qui a le même mail envoyé pour le nouveau utilisateur, tu vas sauvegarder dans le user exit. Ça, c'est l'équivalent quand on a utilisé le map. J'ai dit quoi? Ou la fonction filtre en JavaScript. Nous avons dit quoi? Le tableau, par exemple, produit.filtre ou le user.filtre. Et entre les parenthèses, on fait quoi? On fait P égale supérieur, p.id égale le ID passé en paramètre. Alors ici, avec Express.js, ce n'est pas la peine d'utiliser le map
Ce n'est pas la peine de mapper le tableau user. Alors, il suffit d'utiliser la fonction find one. Et ici, tu vas donner quels paramètres vous voulez comparer. Alors, maintenant, on va faire une condition. If user existe, ça veut dire si tu as trouvé tout simplement, si tu as trouvé tout simplement un utilisateur a le même email que l'email tout simplement envoyé pour un nouveau utilisateur, ça veut dire que on va tout simplement définir un email qui est déjà sur la base de données. Dans ce cas-là, tu vas retourner une erreur. Alors, retourne, voilà, réponse, point, statut, réponse, point, statut. Bien sûr, ici, c'est le statut 400. Point. Alors ici, je vais dire quoi? Point JSON. Voilà. Et à l'intérieur, je vais préparer un message. Message, deux points. Et je vais initialiser le message. Je vais dire cet utilisateur, user, existe ou existe déjà. Voilà. Alors, il existe déjà. Voilà. Ça veut dire que cet utilisateur existe déjà. Ça veut dire tout simplement, il doit tout simplement définir tout simplement un autre email. Où on peut spécifier cet email. Voilà, cet email user. Voilà, email user existe déjà. Alors, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est un nouveau utilisateur. Dans ce cas-là, je vais faire quoi? Je vais sauvegarder le nouveau utilisateur ou je vais sauvegarder tout simplement dans la base de données. Pour cela, je demande const user save égale le serveur await. Voilà. User data, ça veut dire les informations. User data. Point. Ici, tu vas utiliser la fonction save, tout simplement. Voilà. Automatiquement, le Express.js, il va faire quoi? Il va tout simplement sauvegarder les nouvelles informations que vous avez tout simplement sur l'user data. Et finalement, je vais répondre tout simplement par que l'opération il est bien effectuée. Alors, res.statut, voilà, point statut. Et dans ce cas-là, je vais utiliser le statut 400. Ça veut dire quand tu vas ajouter le statut .json. Voilà. Et ici, je demande save user. Voilà. Alors voilà, tout simplement ici, j'ai fait quoi? J'ai demandé tout simplement, s'il vous plaît, si l'utilisateur que n'existe pas, dans ce cas-là, tu vas faire quoi? Tu vas sauvegarder les informations qu'on a envoyées et après, tu vas afficher un message de validation. Alors voilà comment on a fait la création, le create, mais pour faire ça, tout simplement, on a besoin de créer un route à notre fonction. Ça veut dire quoi un route? Ça veut dire comment on va exploiter tout simplement cette fonction. Alors pour cela, tout simplement sur le fichier route, voilà, user.route. Alors ici, je vais importer bien sûr import express, bien sûr un instance express from la bibliothèque Express.js. Voilà. Et après, je demande import. Je vais demander d'importer la fonction create, voilà, qu'on a définie ici. La fonction create qu'on a définie ici. Voilà. À partir de quoi? À partir de notre modèle from, voilà, from controller.
voilà, controller et exactement user controller.js. Et tout simplement, je vais aussi importer à partir de la bibliothèque router qu'on a installée, const, voilà, root. Je vais créer un root à partir de express, voilà, express.router. Voilà. Ça veut dire que je demande de créer une instance root pour créer un root. Un root, c'est tout simplement, c'est un API. Alors, si vous voulez ajouter des informations, alors je vais dire root.post. Pourquoi post? Parce que la méthode post, parce que je suis en train tout simplement d'ajouter, je suis en train tout simplement d'ajouter des informations, d'envoyer des informations à la base de données. Pour cela, on va utiliser la méthode post. Dans ce cas-là, je vais créer un route slash, voilà, slash, pardonnez-moi, slash create, voilà, slash create, c'est la route. Je demande, quand je vais demander cette route, s'il vous plaît, tu vas mettre, tu vas exécuter la fonction create. Quand je vais taper create, la route create, alors tout simplement, tu vas exécuter la fonction create. Alors, n'oublie pas de exporter. Alors, voilà, export default. Voilà. Alors, route, ça veut dire pour exporter la route. Alors, voilà comment on a tout simplement créé la fonction avant. Alors, je vais faire un résumé, OK? Alors, voilà, tout simplement pour gérer le schéma, voilà, pour gérer le schéma user. Alors, première chose, on a commencé à définir le schéma en utilisant le Mongoose. Alors, c'est quoi le schéma? C'est tout simplement définir les informations qui vont caractériser un utilisateur. Nous avons dit que tout simplement créer un schéma qui s'appelle user schéma à partir de la bibliothèque mongoose.schema. Le schéma, ça veut dire le user va être caractérisé par le nom. C'est une information chaîne de caractères obligatoire. Email, chaîne de caractères obligatoire. Le rôle, chaîne de caractères obligatoire. Le mot de passe, chaîne de caractères est obligatoire. Le statut, c'est un booléen et obligatoire. OK? Alors, après, on a passé à créer, importer bien sûr le modèle et on a créé la fonction create. Alors, bien sûr, on va utiliser des fonctions asynchrones. Alors, la fonction, nous avons deux paramètres, request et réponse, parce que nous avons dit que chaque communication, c'est une question par l'utilisateur et par la suite, le serveur va afficher une réponse. Alors, j'ai dit ici, const user data, j'ai créé un tableau d'objets qui va contenir quoi? Qui va contenir les informations d'un user. Alors, pour cela, j'ai dit créer un objet à partir de modèle user et concernant les informations, tu vas trouver dans la request.body. Ça veut dire que les informations d'un nouveau utilisateur seront envoyés, bien sûr, seront envoyés à partir du front-end quand l'utilisateur va tout simplement remplir un formulaire utilisateur et envoyer, bien sûr, un autre programme. Après, j'ai demandé tout simplement de récupérer les mails à partir des informations envoyées. Après, j'ai demandé tout simplement de chercher dans la liste des users, est-ce que nous avons un utilisateur ayant cette mail à partir de la fonction find one et nous avons enregistré dans la variable user exist. Alors ici, j'ai demandé si tu as trouvé un utilisateur déjà dans la base de données avec le même mail que l'utilisateur vous voulez ajouter. Dans ce cas-là, tu vas afficher un message. Cet email user existe déjà. Sinon, tu vas sauvegarder tout simplement la méthode .save. Tu vas sauvegarder le nouveau utilisateur. Si vous avez un problème de connexion ou problème de serveur, tu vas afficher problème de serveur.
Et après, n'oublie pas de mettre tout simplement ici la route, de créer la route, ça veut dire de créer le API, tout simplement. N'oublie pas de créer le API. Alors, voilà. Alors, j'ai créé tout simplement notre API et j'ai appelé create. Voilà, j'ai appelé create. Mais n'oublie pas aussi de personnaliser cette route. Alors, pour cela, au niveau de index, voilà, au niveau de index, alors première chose, je demande de importer la route. Voilà, je demande de importer la route. OK? À partir, bien sûr, de user route. Voilà. Ici, je demande import route. Voilà. Import route from, voilà, from route user route. OK? Alors, from route user route.js. Alors, voilà, j'ai dit import. Voilà. Route à partir de user route.js. Et tout simplement, finalement, je peux tout simplement, voilà, et finalement, je peux créer un route en bas, tout simplement, de l'index, voilà, tout simplement, ici, je vais dire que mon application app.use, il va utiliser, voilà, il va utiliser quoi? Il va utiliser un route, on va appeler API slash user, pardonnez-moi, slash API slash user, voilà, virgule route. Ça signifie quoi? Signifie tout simplement à chaque fois que l'utilisateur il veut exécuter tout simplement la fonction create. Quel est le route de cette fonction? C'est localhost, deux points, le port 8000 slash API slash user slash create. Ça, c'est l'API de create. Slash fetch, ça, c'est l'API de fetch. Et comme ça, tout simplement, on a créé la première fonction qui est create. C'est ça les étapes pour exploiter tout simplement et gérer le schéma user.